Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous et bonjour Asher Zelmati. Je suis Bonjour. ravie de vous accueillir. Ravi d'être là. Voilà, alors vous êtes, vous et Israël, c'est une longue histoire. Ça fait longtemps que vous êtes en Israël. Combien d'années ? Ça va bientôt faire 40 ans. 40 ans. Donc L'année prochaine. forcément un parcours, on va dire, avec des hauts, des bas. Beaucoup Non, ça fait 40 ans. 40 ans cette année ? Cette année, oui. Cette année, 40 ans cette 79. année. Voilà, c'est une jolie Non, façon de fêter votre arrivée Ouais. aujourd'hui. Ouais. Voilà. Alors, vous avez un parcours tout à fait intéressant parce que vous avez commencé, on va dire, votre carrière professionnelle d'une façon intéressante, que vous étiez artiste à la base. Vous êtes artiste. on peut le Artiste dire. mime. Voilà. Artiste mime. C'est vrai que c'était particulier, même en France. Bien sûr. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'intéressaient. Oui, c'est particulier. Le silence aussi, c'est quelque chose de difficile aussi à appréhender. Donc, et puis aussi, c'est pas un art facile aussi, bien que ça passe un petit peu partout, puisqu'il n'y a pas besoin du langage. Et puis, c'est pas évident aussi après de ramener ça en Israël. Alors, vous avez été un mime, vraiment, vous avez appris avec les plus grands, notamment avec le maître du mime Marceau. Étienne Decroux, effectivement. Étienne Decroux, qui a été le maître de Marceau et qui est rattaché vraiment à toute l'histoire du mime en France. Et c'est pas pour rien justement qu'il a joué dans le film Les Enfants du Paradis. C'est lui qui s'est occupé des mises en scène, du mime. C'est lui qui est aussi le maître de Jean-Louis Barrault, qui est donc le mime principal et c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est vraiment des personnes extraordinaires que j'ai rencontrées, y compris Marcel Marceau. Alors, vous avez été mime, vous avez travaillé dans l'informatique, on va y revenir, on va tout raconter. Vous êtes aujourd'hui coach. Donc, c'est un parcours vraiment intéressant. Vos changements de profession sont liés à l'Alia, sont liés à l'arrivée en Israël ou pas forcément ? C'est un tout. Ils sont liés avec le désir de me réaliser. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a été toujours une ligne chez moi. Je voulais me réaliser. Je voulais ne pas passer à côté de moi-même. Et donc, forcément, il y a eu des détours. Bah, évidemment. On apprend par les erreurs et puis par les détours. Et en même temps, c'est une expérience. C'est vraiment la ligne qui m'a poussé. C'est-à-dire me réaliser. En me réalisant, eh bien, je venais en Israël. Ça faisait partie de mes rêves. Ça fait partie des pessards de famille qu'on avait, même en étant pas religieux, puisque l'époque... C'est ça, parce que vous êtes un juif d'Algérie, pas forcément très religieux à la base. Non, profondément. Beaucoup d'émouna. Oui, tout à fait. D'émouna. Mais c'était du folklore, hein, la pratique. C'est une autre discussion. Mais il faudrait ici mettre en balance la force du religieux pratiquant et la force de celui qui a une émouna qui n'est pas forcément religieux. Des fois, l'une n'amène pas forcément là où on pense. C'est vrai. Mais les gens qui ont des fois une émouna forte, vous pouvez les trouver effectivement très 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 loin et surtout au bon endroit. Parce qu'ils ont en eux la perception de là où ils doivent être. Et ils vont venir par exemple en Israël sans vraiment savoir, sans comprendre. Mais ils savent qu'ils sont là. Ils connaissent déjà un petit peu leur chemin. Après, ils vont... Bon, c'est une autre discussion. Mais non, mais c'est pas grave. Alors, donc, vous particulièrement, qu'est-ce qui a été le déclic pour vous amener ici ? Je ne me sentais pas vraiment à ma place en France. J'ai toujours je me suis toujours senti en décalage. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, j'étais rapatrié d'Algérie ? Est-ce que parce que, quelque part, mon identité de juive inconsciente travaillait, faisait que je ne pouvais pas m'adapter au monde non-juif ? Et pourtant, je m'y sentais bien. J'ai beaucoup apprécié la culture française. J'ai beaucoup apprécié l'art, l'histoire du mime. C'est magnifique, du théâtre, la philosophie, le mode de pensée. C'est extraordinaire. Mais ça n'a jamais été... au bout du compte, je sentais que ce n'était pas moi. Et comme ça, il y avait des rêves que j'avais quand j'étais à cette époque-là,
c'est peut-être un petit peu des petites histoires, mais je rêvais, quand je faisais du mime, de venir en Israël et de parcourir le pays avec une roulotte et de faire des spectacles gratuits. Alors, vous avez essayé de le faire quand vous êtes arrivé ? Non, parce que sur mon chemin, j'ai trouvé un personnage exceptionnel qui s'appelle le Rav Léon Ashkenazi Manitou. Ok, donc ça vous avez changé de rêve, on va dire. Et là, disons que j'ai atterri. Il m'a permis d'atterrir, de comprendre en fait quelque part pourquoi j'étais venu. Au début, quand je suis venu en Israël, j'avais pas l'intention de m'y installer. Je suis venu pour un grand voyage, pour des grandes vacances qui étaient longues, plusieurs mois, et puis en fait, bon, vous êtes resté. Je suis resté. Oui. Alors, justement, vous avez essayé quand même si vous avez atterri avec Manitou, de travailler dans votre domaine, d'être mime. Et puis, vous m'avez raconté que lorsque vous alliez chez les Haredim, vous étiez perçu de façon un peu bizarre, forcément, parce que c'était rare, un mime à cette époque, dans ce milieu-là. Déjà, dans le théâtre, il n'y avait pas vraiment comme la structure aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voulez apprendre le théâtre, vous allez dans toutes les écoles, il y a des cours de théâtre. C'est vraiment développé. On peut faire on peut en faire une profession aujourd'hui. Mm-hmm. Le mime, un peu moins. Mm-hmm. À l'époque, il y a 40 ans, impossible. Déjà faire. Il y avait ça, mais il y avait aussi la façon dont vous étiez perçu ici en Israël, dans un milieu très orthodoxe. Oui. Orthodoxe ou non religieux. Les orthodoxes me voyaient arriver avec toute ma culture artistique et donc quelque part pas maîtrisable. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Bah oui. Okay. Et les autres? Et les autres se disaient, mais qu'est-ce que c'est ce fameux artiste qui vient avec une kippa sur la tête? C'est quoi? Il est en train de nous faire rentrer la Torah dans les écoles? Enfin, c'est quoi exactement? Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que ce n'était pas vraiment une profession. Il y avait bien Hanor Rosen qui faisait des spectacles, et il fallait qu'il fasse des spectacles aussi à l'extérieur pour pouvoir y vivre. Mais en faire une profession, c'était pas... Et pourtant, il y avait énormément de potentiel. Quand j'ai développé le mime, surtout grâce au Rav Aviner, qui m'a encouragé, parce que c'est pas évident de rentrer, de faire tchouva, avec en même temps, à cette époque-là, tout l'aspect expression corporelle. Tout à fait. Mais je pense que c'est toujours très d'actualité, ce que vous dites. Et donc comment gérer ça? Et le Rav Aviner m'a beaucoup aidé. Là, il m'a beaucoup aidé et il m'a encouragé dans cette voie. Le problème, c'est que j'ai fait d'après d'autres choix mais il y avait un grand avenir dans ce domaine, surtout au niveau éducatif. Vous pensez que c'est un manque aujourd'hui? Ah oui. Parce que justement, tout ce qui est gestuel, corporel, la mixité, non-mixité, etc., c'est compliqué quand on est dans les milieux religieux. Sont des notions qui ne passent pas forcément. Quand vous jouez les choses, c'est différent. Je vais vous donner 2 exemples. Le premier exemple, c'est que j'ai essayé quand même de percer dans le mime, que ce soit le mime éducatif ou thérapeutique. Donc, je me suis proposé à Givat Shaul, l'hôpital psychiatrique de Givat Shaul. Et là-bas, on m'a dit, écoute, tu es mime, vois si tu peux intervenir dans les groupes, puisqu'ils mettaient les personnes, mais il y avait des cas incroyables. Mm-hmm. Je me rappelle, il y avait entre autres une personne qui avait vécu 1917 en Russie, qui était là, qui avait vécu la Shoah et qui est ici. Et donc, ils se mettaient en rond, et puis ils essayaient les gens ne parlaient pas. Donc, ils essayaient de les faire parler, mais ils ne parlaient pas. Alors, ils m'ont fait intervenir. Et à cette époque-là, j'ai fait, à un moment donné, j'ai fait une certaine gestuelle, et puis à un moment donné, j'ai trouvé une gestuelle avec un téléphone. Je prenais un téléphone, je faisais un numéro, allô, toujours mimé. Et puis, en plein milieu de mon action, voilà le gars qui a vécu 1917 la Shoah, qui se lève et qui prend le téléphone et qui commence à parler. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Ouais, un truc alors qu'il n'avait jamais parlé. Qui ne parlait pas. Les psychologues qui étaient ils étaient tous là en train de prendre des notes, etc. Et tout. Le silence, l'expression a déclenché des choses. Ce que les personnes, des fois, ne trouvent pas un lien avec la parole ou forcément ce qu'on a l'habitude, nous, entre guillemets, personnes normales, des fois, par le silence, on peut trouver un autre mode de communication qui permet d'ouvrir d'autres portes.
Donc là, il y avait, bon, c'est vraiment quelque chose qui aurait pu aller beaucoup plus loin. Il y a des choses qui sont, je connais pas exactement ce qui se passe, mais c'est sûr que le silence, les spectacles avec Laura Wiener et les enfants, on prenait des thèmes à conflit moral. Parce que dans les écoles religieuses, on apprend, il faut être gentil, il faut être bon, bref. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Donc, ce qu'on voulait essayer de faire en sorte de mettre en évidence, c'est la problématique du choix. C'est-à-dire que dire à un enfant, il faut être gentil, tu fais ça, puis tu as des bonbons, etc. et tout, ce qui se passe à l'école ou à la maison, c'est une chose. Mais dans la réalité, c'est ça le véritable test, que l'enfant, dans la réalité, il fasse les bons choix, et c'est ce qu'on attend. Et donc, ici, ce qu'on mettait en scène, c'était justement des conflits moraux. Alors, on avait pris par exemple une histoire de Koasu Chachamenu. C'est une histoire où deux personnes s'étaient querellées, deux personnes qui étaient de grands amis, qui étaient tout le temps ensemble, ils se querellent, et puis à un moment donné, ils ne peuvent plus se voir, ils sont séparés, ils se croisent dans la rue, ils s'évitent, enfin, ils se retrouvent, parce que ça se passe il y a 2000 ans, ils se retrouvent, il y en a un qui sort avec sa marchandise de la ville, donc il rentre dans le désert, les bêtes sauvages, etc. et tout. Son chargement sur son âne, il avance, il se retrouve à un moment donné dans un coin dangereux, tout tombe le jour commence à diminuer, les bêtes sauvages, tout tombe, et il ne sait pas comment il va faire. Derrière lui, une centaine de mètres ou 200 mètres, il y a ce fameux ennemi qui était son frère, et qui était là, qui se pose des questions. Et il est religieux, il dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même, je dois l'aider ». Et donc il y a tout un discours qui se passe. On mime tout ça. Et à un moment donné, on stoppe. Et on met les enfants, bon, bah alors, voilà, maintenant viens et tu continues le mime. Et donc l'enfant, excusez-moi, l'enfant, il va intégrer la situation. C'est-à-dire qu'on va le mettre dans une position où il doit choisir. Où il doit choisir. Et non pas, il va être l'enfant modèle. Il va réfléchir, bon, bah, là, je suis pressé, je dois aller... puis quand même, je suis fâché avec lui. On le met intérieurement dans la situation. Alors, malgré l'appui du Rav Wiener et malgré son engouement et le vôtre pour ce beau métier qui est d'être mime, vous avez changé de voie. Oui. Vous êtes rentré dans le cadre, on va dire. Je suis rentré dans le cadre, je suis devenu cadre. Pour X raisons personnelles, bref, on change toujours. On a toujours une bonne raison de changer, mais là, vous avez carrément été à l'opposé puisque vous êtes devenu informaticien. Oui, c'était à l'époque, bien sûr. On était médecin, avocat, informaticien. Voilà, c'est ça. Si vous vouliez. Donc, il y avait du travail. Et j'ai pris. Donc, c'était pour vivre en Israël à l'époque, fallait. Pour vivre en Israël, pour faire grandir une famille, c'est ce qui me paraissait le plus. Il y aurait eu d'autres chemins. Mais c'est le chemin que vous avez choisi et il a duré 20 ans. Oui. Quand même. Oui. Le départ était très difficile parce qu'à cette époque-là, l'informatique, c'était vraiment du codage. Il n'y avait pas les écrans c'était sec. Il n'y avait pas le web, il n'y avait pas Internet. Ni Internet, ni le graphisme d'aujourd'hui, ni le son, enfin, il n'y avait rien. C'était difficile. C'était difficile. Et puis, toujours avec cette persistance à vouloir me réaliser. Donc, j'ai essayé de trouver mon chemin. Et à un moment donné, j'ai réussi quand même à trouver une voie qui était la voie de la formation. Dans la formation, je me suis retrouvé parce que d'abord, déjà, il fallait exposer en public, faire des présentations devant les élèves, devant des personnes. Et donc, là, le mime s'est commencé à se réveiller. Et puis le coach aussi, dans la mesure où il fallait expliquer aux gens, savoir transmettre, être sûr que le message était reçu, et surtout que la personne, ensuite, après, allait être capable de réaliser de manière performante. Alors justement, aujourd'hui, après ce passage par la formation, vous êtes devenu coach, vous coachez des chefs d'entreprise, mais vous coachez aussi des couples, des particuliers. Des prisonniers. Des prisonniers aussi. Alors, est-ce que vous pensez que le fait d'être en Israël, ça a changé votre façon de faire, votre façon de travailler? Est-ce que ça a changé aussi le fait que vous ayez souhaité faire du coaching ou pas? Ou si vous aviez été ailleurs, en France, dans un autre pays, vous seriez aussi devenu coach de la même façon? Comment dire les choses? À partir du moment où vous êtes au bon endroit,
dans la bonne personne et que tout est fluide, alors tout passe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne, on va dire une personne qui est en bonne santé, c'est une personne qui a le corps qui va lui permettre de faire ce qu'il veut faire. Ensuite, après, quand ce corps va lui permettre de faire ce qu'il veut faire, il va falloir que les choses s'adaptent à sa personne. Quand on arrive à faire quelque chose que l'on aime, par exemple, alors on est doublement efficace. On ne va pas au travail parce qu'il faut aller au travail. Désolé. Parce qu'on a envie. Et quand on est dans une ambiance où on a envie de faire quelque chose, on s'y sent bien, on le fait avec plaisir, on le fait avec toute sa force, on est performant, on a l'endurance, tout change, tout change. Ici, c'est une rencontre totale de la personne, comme la personne avec son corps. Je me suis retrouvé en Israël à ma place. Donc, tout découle. Et ça a mis longtemps quand même, vous dites 20 ans. Tout à fait. Alors, il y a eu quelque chose aussi, j'imagine, qui a fait que vous avez changé, ou vous pensez que ça a pu se faire parce que justement vous étiez en Israël ? Le coaching ? Oui. J'aurais pu faire les choses un petit peu plus tôt, mais je pense qu'on ne peut, pour un juif, ouais. On ne peut se réaliser. En fait, ça, c'est une grande ligne du coaching. Le but, c'est d'être soi-même. Donc, être soi-même, c'est pas simplement dans son individualité, c'est aussi dans la collectivité. C'est-à-dire que il n'y a pas que moi, HR, mais simplement aussi avec les autres. Donc, je trouve aussi une adéquation dans le milieu dans lequel je me trouve, dans le pays dans lequel je me trouve. Tout devient beaucoup plus facile, beaucoup plus évident et beaucoup plus, enrichissant. Et les fruits qui arrivent sont là, quoi. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller, ou en tout cas, conseiller à des Olim Hadashim qui viennent d'arriver, de nouveaux immigrants qui sont un peu en perte de repères, qui sont en recherche d'eux-mêmes, forcément, parce que quand on change de pays, on change de vie, on change de langue, on s'inscrit dans une nouvelle collectivité. Qu'est-ce qu'on peut conseiller ? D'abord, ne pas perdre le lien avec ses rêves. Il faut aimer ce qui on est, il faut aimer ce que l'on fait, et il faut être vraiment à sa place dans les choses. Sinon, il y a des familles qui sont, c'est vrai, mais il y a des familles qui ont besoin de nourrir la leur, voilà, tout simplement, des chefs de famille notamment, et qui parfois oublient leurs rêves. Vous pensez que c'est un mauvais choix ? Forcément, à un moment donné, on se trouve à l'écart de soi-même, on en souffre. C'est les regrets, c'est l'amertume, c'est le regard vers le passé, c'est triste, c'est triste. Il y a toujours la possibilité de... C'est sûr que des fois, il y a des chemins les chemins ne sont pas droits, ne sont pas directs. C'est pas grave. Non, parce qu'au bout du compte, tout est matière à expérience. Moi, je vois, par exemple, avec mon coaching, j'aurais pu m'éviter cette voie un peu sèche qui a été l'informatique. Mais en même temps, ça m'a donné énormément d'expérience qui me permet aujourd'hui, quand je coach les gens, je sais de quoi ils parlent. Je vois l'environnement, je ressens, je situe les problématiques. Donc, je peux aider. Je peux comprendre et je peux aider. Ça, c'est l'expérience que j'ai eue dans mon parcours. Mais le plus difficile, c'est dans le changement, c'est de faire le choix, quand on a fait un certain choix d'être soi-même, d'aller jusqu'au bout. Parce que tout changement est difficile. Quand on désire arrêter de fumer, le moment où on va arrêter de fumer, c'est un moment extrêmement difficile. On est rattrapé par les habitudes. C'est même pire que l'inconscient ou que les problématiques que les personnes ont à se réaliser en Israël, à faire leur alia. Ce sont des habitudes. L'habitude de faire ses courses comme ça, de parler comme ça, de rencontrer les gens qu'on a l'habitude de rencontrer. Tout ça, ce sont des habitudes qui fait qu'on est perdu et forcément on se sent mal à l'aise. Mais en fait, ce n'est que le chemin qui va nous permettre... Ce n'est que temporaire. Ce mal-être, il est temporaire. Bien sûr. Bien sûr. Il faut... Et comment on refait de nouvelles habitudes alors ? Il y a une très belle image qui est donnée dans la Gemara, c'est l'idée de la graine. Pour avoir une plante, il faut quand même mettre la graine en terre.
c'est-à-dire la planter, la mettre dans la saleté, dans la boue, elle va éclater, et c'est seulement de là... Elle va pourrir. Elle va pourrir. Bon, donc mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un processus pour arriver aux choses. Il faut savoir se donner les choix et les moyens d'arriver à ces choix. Alors, il faut expliquer aux gens, c'est-à-dire que c'est ça le travail du coach, il faut expliquer qu'il y a un processus qui va se mettre en place, et dans ce processus, il va y avoir ces étapes, et il faut savoir les passer. Comme une femme à qui on va lui dire, bon, tu vas avoir un enfant, très bien, elle va être heureuse. Puis on va lui dire, mais regarde le film, comment ça se termine. Elle va dire, non, alors j'arrête. Puis on va lui dire, mais non. Et on va lui montrer les étapes, et puis au fur et à mesure de ces étapes et de cette découverte, chaque fois, c'est un monde nouveau qui s'ouvre, c'est un enrichissement. Et puis finalement, l'accouchement, c'est la même chose pour la personne. Il faut avoir le courage, je dirais, vous me posez la question, il faut vraiment avoir le courage d'aller au bout de soi-même. Il n'y a pas d'autre voie possible. C'est ce qu'on dit dans les Pirkei Avot, im en ani mili. Si je ne suis pas moi-même, qui je suis? Et on ne peut pas, à un moment donné, se retourner puis se dire, finalement, où je suis. Donc, c'est tellement riche, c'est tellement... Ça marche aussi pour ceux qui nous écoutent peut-être en France, qui hésitent, qui sont sur le départ, un pas en avant, un pas en arrière. Ils ont peur, forcément, du changement, de ce fameux changement. Et bien sûr. Mais le problème, c'est que plus le temps passe, et plus c'est difficile. Et ils le savent. Et quand on fait... nos choix nous amènent... Enfin, c'est nous qui nous amenons là où on est. Et à un moment donné, il n'y a pas de... Comment dire? Je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de gens qui viennent du coaching pour maigrir, pour arrêter de fumer, pour telle et telle raison. Et puis, quand vous commencez le coaching, la personne vous dit oui, mais alors, pas tout de suite. Mais ça, c'est trop difficile. Ils mettent énormément d'obstacles devant eux. Et ce sont ces obstacles, en fait, qui sont des prétextes pour ne pas aller jusqu'au bout des choses. Parce que ça ne plaît pas toujours d'aller jusqu'au bout. Pas parce que, si vous voulez, il y a des faux prétextes. C'est-à-dire qu'on veut faire quelque chose, on se motive, mais en même temps, on se donne des bonnes raisons de ne pas y arriver. Au bout du compte, on ne s'aperçoit pas que c'est à soi-même qu'on fait du mal. Donc là, il faut ouvrir les portes. Il faut expliquer à la personne, voilà, est-ce que tu veux... on va l'aider à expliquer son choix, à définir son choix, y compris de ne pas faire les choses. Oui, bien sûr. Et donc, ensuite, après, il va y avoir une question de balance. C'est-à-dire que soit la personne, dès le départ, veut ce qui doit être bon pour elle, soit ce sont les événements qui vont intervenir sur lui. Et à ce moment-là, ça va être une question de balance. Je voudrais partir en Israël, mais ça m'est difficile, les enfants, etc. Donc la balance penche de ce côté. Jusqu'au moment où la balance se penche de l'autre côté. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est quelque chose un événement positif ou un événement négatif? On ne désire pas arriver à ce genre de situation. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde, c'est-à-dire de ne pas arriver à choisir, à faire le bon choix parce qu'il est arrivé dans une impasse. On voudrait que plutôt, avant d'arriver dans cette impasse, on fasse le bon choix. Fasse le bon choix. Et c'est plus facile. C'est toujours beaucoup plus facile. Alors, Asher, on pourrait continuer à parler avec vous pendant de nombreuses heures, je crois, parce que vous avez beaucoup vécu ici. Vous avez plein de choses à dire, de par votre profession, mais aussi de par ce que vous êtes, tout simplement. On était ravis d'avoir fait un petit tour avec vous de votre vie, de votre parcours d'Alia. Merci d'être venu. Avec plaisir. Et rappelez aux personnes, il faut aller au bout de soi-même. On n'a pas le choix. Voilà. Bon, alors on va finir avec ces paroles très encourageantes. En plus, en tout cas, c'est bien. Ça va tout à fait avec la fête. Merci beaucoup, Asher. À bientôt. À bientôt. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.